الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لنا الشرف اليوم أن نستقبل الأستاذ حفيظ أوراق، مدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمؤسس لسلسلة اللقاءات تاع قاعدة سيونس التي بدأت منذ 2015. اليوم نلتقي في المركز العلمي في السيريست، ولنا الشرف أن يقدم لنا محاضرة تحت عنوان ذاكرة الماء. تفضل أستاذ. شكرا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Comme vous le savez, donc, je vais essayer aujourd'hui, à travers cette première qa'da du mois de Ramadan 2021, de présenter une conférence sur la mémoire de l'eau. إذن ذاكرة الماء. سأحاول أن أقدم هذه المحاضرة باللغتين، باللغة الفرنسية وباللغة العربية، لكي يكون أكثر تفاهم مع هذه المعطيات التي تخص الماء. Donc, comme je l'ai dit, l'eau, on pense que c'est un liquide simple. Et donc, depuis tout le temps, on a pensé que l'eau, c'est quelque chose de très simple, que tout le monde peut maîtriser, que tout le monde sait toutes ses propriétés, ses avantages, ses inconvénients, etc. Mais la science nous étend de plus en plus. C'est-à-dire, on découvre de plus en plus des mystères cachés de l'eau et des choses incroyables, parfois paradoxales, c'est-à-dire que l'eau se comporte d'une façon très particulière par rapport aux autres liquides. Toutes les autres liquides que nous connaissons, leur comportement est assez classique. Mais l'eau, son comportement n'est pas classique. C'est-à-dire, c'est un liquide particulier par rapport à tous les autres liquides que nous connaissons. Et donc, nous allons, à travers cette conférence, essayer de faire en sorte de faire comprendre à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent dans cette qa'da science, quelles sont ces particularités de l'eau. إذن ما هي هذه الأشياء التي تخص بصفة خاصة خاصيات الماء. أولا قبل كل شيء، هناك دراسة جديدة قد نشرت في مجلة من أرقى المجلات في العالم، وهي ساينس أخيرا، التي تبين أن الماء ليس بسائل بسيط، ولكن هو سائل معقد جدا، وأن الماء متكون في الحقيقة من سائلين، de deux liquides. L'eau en fait représente deux liquides et non pas un seul liquide comme nous le pensons tous. Nous pensons que l'eau, quand nous le touchons, c'est un seul liquide. أنه سائل واحد، ولكن هذه الدراسة بيّنت أن الماء متكون من سائلين. كيف ذلك؟ Comment cela a été démontré? Tout d'abord, vous connaissez tous que l'eau se solidifie généralement à la température de 0 degré. إذن الماء يتجمد لما تكون درجة الحرارة 0. Mais quand on prend de l'eau, ça c'est l'eau que nous buvons, c'est l'eau que nous utilisons. Mais quand nous essayons de transformer l'eau en eau ultra pure, l'eau ultra pure, يعني خالية من كل الشوائب ومن كل الأملاح إلى آخره. Donc quand l'eau devient ultra pure, l'eau ne se solidifie plus à 0 degré, comme nous le connaissons. D'accord? L'eau se solidifie à une température encore plus basse, généralement autour de 44 degrés, moins 44 degrés. Donc l'eau, quand elle est ultra pure, elle se solidifie à moins 44 degrés. إذا الماء لما تكون صافية جدا تتجمد حوالي ناقص 44 درجة. Et donc cette étude qui a été faite par une équipe de Suédois, ils mettent l'eau dans une situation de surfusion. Qu'est-ce que ça veut dire, une situation de surfusion? Ça veut dire que l'eau, d'accord, reste liquide
même en deçà de la température de solidification. C'est-à-dire que vous avez tous les liquides, d'accord, se solidifient à une certaine température. Quand on descend en dessous de cette température, il se solidifie. Mais quand on met dans une expérience de surfusion, c'est-à-dire que le liquide reste toujours liquide, même s'il est à une température de solidification, d'accord, que nous connaissons les heures de veille. Donc, cette étude a mis l'eau, et ça, c'est en appliquant autre chose, en introduisant d'autres paramètres qui sont généralement la pression d'A. Et donc, quand on a étudié l'eau dans situation de surfusion, c'est-à-dire l'eau ultra pure à moins 44 degrés, on a découvert deux états de l'eau. Deux états. C'est-à-dire un état très densifié et un état moins densifié de l'eau. Ça veut dire que le comportement de la molécule d'eau, H2O, l'hydrogène et l'oxygène, ne se comporte pas de la même façon, d'accord, quand nous sommes dans cet état de l'eau ultra pure. Ceci induit quoi en fait? Ceci induit en fait parce que tout ça, la responsabilité, يعني المسؤولية هي لذرة الهيدروجين. Tout provient de l'hydrogène. C'est-à-dire que c'est l'hydrogène qui est responsable, d'accord, de cette caractéristique particulière de l'eau. C'est comment il se lie, d'accord, aux autres atomes d'hydrogène ou bien aux autres atomes d'oxygène. C'est-à-dire que quand on prend la molécule de l'eau, H2O, c'est la molécule la plus simple qui a été découverte par Linus Pauling, prix Nobel de chimie, en 1908. Mais quand la molécule d'hydrogène se lie entre eux pour former donc le liquide, l'eau, c'est là où c'est incompréhensible jusqu'à aujourd'hui comment se font les liaisons et comment se forme ce liquide-là. Et donc la forme aujourd'hui de liaison de l'hydrogène, d'accord, et le glissement de ces molécules d'hydrogène l'une par rapport à l'autre, c'est ça qui induit généralement, c'est ce que cette notion de deux liquides. L'eau est composée de deux liquides simples. Ça veut dire que l'eau, d'accord, est un liquide complexe formé de deux liquides simples. إذن الماء هو سائل معقد ولكن متكون من سائلين بسيطين وهما سائل ألف وسائل باء. وكل واحد منهم لديه des particularités, لديه خواص. Donc, à partir de là, cette étude, et comme l'a souligné dans l'article qui est paru dans Science, donc c'est scientifique, regardez qu'est-ce qu'ils disent à la fin. Si ce résultat est validé par d'autres études qui se font à travers le monde, cela ferait de l'eau l'un des seuls liquides purs connus à être composé de deux phases distinctes. إذن هذا البحث الذي يبين أن الماء هو السائل الوحيد المتواجد في هذا الكون الذي يتكون من سائلين مختلفين. وهذا ماذا يؤدي؟ في آخر المقال يعني الباحثين يقولين يعني ça cela poserait d'autres questions. إذن هذا يطرح أسئلة أخرى. Et la plus large, est-ce un hasard ou non que ce liquide ce soit celui qui est à l'origine de la vie? هذا يبين إذا هذه التجربة تبينت أنها يعني صحيحة أن الماء هو عنصر الحياة. عنصر الحياة لأن كل الدراسات الآن لا تبين بصفة قطعية أن الماء هو عنصر الحياة. إذن هذا يبين الآن وهذا يعني يؤكد il démontre donc c'est-à-dire la grandeur de Dieu et que dans le Coran وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ça veut dire que ça conforte
notre religion qui est l'islam, d'accord, que l'eau est à l'origine de la vie. Cette découverte est essentielle, d'accord, pour dire que l'eau est à l'origine de la vie. إذن هذه الدراسة تبين بصفة قطعية أن الماء هو عنصر الحياة. Et donc, vous voyez que aujourd'hui, ce sont ces déductions. Et donc, pourquoi l'eau est à l'origine de la vie? لماذا ليس هناك سائل آخر الذي يكون هو عنصر الحياة وأن الماء هو عنصر الحياة. Et donc là, nous allons aller plus en profondeur pour comprendre un peu donc, ces propriétés qui font que l'eau aujourd'hui est particulière par rapport à toutes les autres eaux, à tous les autres liquides, d'accord? Et que c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, tout d'abord, on se pose la question, quelle est l'origine de l'eau sur Terre? ما هو أصل الماء على الأرض؟ من أين أتى هذا الماء في الأرض التي هي فيها الحياة؟ Donc la question qui se pose est extraordinaire parce que depuis longtemps, les chercheurs ont étudié, se sont posé la question, quelle est l'origine de l'eau sur Terre? Et donc il y avait plusieurs hypothèses qui ont été données, plusieurs approches, plusieurs théories, d'accord, qui stipulent, d'accord, que l'eau. Donc vous voyez, il y a trois scénarios il y avait trois scénarios qui ont été émis. Alors, le premier scénario, c'est que les molécules d'eau auraient été abritées par des rayonnements solaires à l'intérieur de poussières cosmiques, etc. Et puis le deuxième, c'est à partir des astéroïdes, d'accord, etc. Et puis le troisième, c'est sur les géantes gazeuses, c'est-à-dire sur les grandes étoiles, d'accord, qu'on appelle les géantes gazeuses. Ce sont tous des théories et des hypothèses qui n'ont pas été confirmées expérimentalement. هي إلا يعني توقعات ولكن ليس بمجرد يثبت أن يعني أصل الماء هي يعني ما هو يعني الإطار الذي أدى بأن الماء يكون في على مستوى الأرض. وأخيرا هناك دراسة قام بها علماء في الولايات المتحدة. Donc il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, qui a été publiée aussi dans Nature, et qui démontre que 50% de l'eau sur Terre serait plus vieille que le Soleil. C'est incroyable. Alors qu'on pensait que le système solaire, d'accord, c'est le solaire, donc quand le système solaire c'est constitué, d'accord? Donc c'est normal que c'est la plus grande étoile, c'est le Soleil, et ensuite c'est les autres planètes qui se sont formées pour former le système solaire. Donc ça veut dire que la Terre, d'accord, que l'eau qui est sur la Terre est plus vieux que le Soleil. Ça veut dire que la Terre, d'accord, a une origine plus vieille que le Soleil. Ça, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Terre, la vie, nous, tout ce que Dieu a créé, c'est à partir de l'eau. Et c'est pour ça que Dieu dit كان عرشه على الماء. Son trône était sur l'eau. Et donc cette étude, comme je vous l'ai dit, parue en 2014 dans la revue Science, c'est une information. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une partie de l'eau sur Terre, un peu plus de 50%, écrivent les chercheurs de la revue Science, provient de la glace présente dans le milieu interstellaire avant que le Soleil ne se forme. Parce qu'auparavant, on pensait que l'eau venait des astéroïdes, venait des géantes gazeuses, etc. Donc ça veut dire que c'est dans sa constitution au départ, la Terre, dans l'origine de la Terre, l'origine était l'eau avant tout. Donc c'est l'eau qui est à la base de tout, d'accord? Et donc cette étude vient confronter, cela signifie quoi? Cela signifie que ça était disponible comme brique élémentaire quand des planètes sont nées. Ça veut dire que les briques élémentaires
de la constitution des planètes, c'est l'eau. Ça veut dire que toutes ces planètes qui sont aujourd'hui dans cet univers, hein, l'origine de l'origine était l'eau. C'est-à-dire que Dieu, hein, l'élément essentiel de cette brique élémentaire, hein, pour constituer cet univers, c'est l'eau, d'accord, des planètes. Et que nous pouvons espérer trouver d'autres planètes ayant le même molécule qui a rendu la vie possible ici. Donc ça veut dire que dans d'autres planètes, hein, il y aurait peut-être aussi la vie. Pas la vie telle que nous les connaissons, les extraterrestres, hein, mais la vie. Une bactérie, hein, d'accord, un virus, etc., etc. Donc vous voyez que l'eau, c'est extraordinaire. Et donc c'est pour ça que Dieu a fait en sorte que ce liquide particulier, ce liquide soit particulier par rapport à tous les autres liquides. Walida, Allah subhanahu wa ta'ala, قد أتى بالماء وأعطى خواص للماء تختلف على كل السيائل المتواجدة في هذا الكون. Alors, maintenant, donc à partir de là, d'autres chercheurs se sont dit, alors, combien il y a d'eau dans ce cosmos? ما هي كمية الماء المتواجدة في هذا الكون؟ Ils se sont posé cette question. Et donc, il y a eu une étude réalisée par un groupe d'astronomes du California Institute of Technology, Caltech, et par la NASA, d'accord. Les scientifiques ont pointé leur instrument, comme ils le disent, autour d'un quasar, hein, un quasar qui s'appelle la PMAD, situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre, alimenté par un trou noir. Cet objet céleste est connu comme étant la plus puissante source d'énergie détectée à ce jour dans l'univers. Et dans ce quasar, تبين أنه يعني منبع للطاقة أكبر طاقة متواجدة في هذا الكون. Et qu'est-ce qu'ils ont détecté? Ils ont détecté une masse de vapeur d'eau équivalente à 140 milliards de fois celle de tous les océans de la planète Terre. إذن كمية الماء المتواجدة في هذا الكوازار عبارة عن 140 مليار ضعف ما يتواجد في كل المحيطات المتواجدة على الأرض. هذا الشيء ça démontre que l'eau est un élément essentiel et se trouve partout dans cet univers sous forme de vapeur d'eau. Donc et cela, ça veut dire, ils ont à la fin dit que c'est le plus grand réservoir d'eau qui existe dans cet univers. Alors, ensuite, la NASA a envoyé des satellites pour détecter la quantité d'eau existante sur Terre. Là aussi, c'est important. Combien d'eau existe sur la Terre? Et donc, l'étude a démontré que l'eau sur Terre, que nous avons à peu près 3 milliards de milliards, d'accord, en tonnes, la quantité d'eau qui se trouve sur Terre. C'est un demi-millième de la masse terrestre, donc si on veut dire. Donc, alors, tout ceci, qu'est-ce qu'il démontre? Donc, cette étude démontre que 97,5% de cette eau qui se trouve sur Terre, elle est saline. يعني ماء مالحة. 97,5% de cette eau, elle est saline. Alors, ça veut dire que combien il y a de l'eau douce? الماء اللي رانا مو douce, même اللي ماشي مالح. Il y a à peu près, donc cette étude démontre qu'il y a à peu près 35 millions de kilomètres cubes d'eau douce. ولكن, qu'est-ce qu'ils ont démontré? Que 70% de cette eau qui existe sur Terre, c'est de la glace. Et 30%, d'accord, est sous terre à 6600 km. Donc ça veut dire que nous avons très peu d'eau douce disponible sur la Terre. Alors, comme j'ai dit,
Ceci, ça comporte quoi? Ça veut dire que 70%, d'accord? L'eau recouvre 70% de notre planète. الماء يغطي 70% من مساحة الأرض. Alors, comme j'ai dit, l'eau salée représente à peu près 97,2%. Ça veut dire que l'eau douce عبارة عن 2.5% الماء يعني العذب Donc ça veut dire que la planète en elle-même, elle est plus constituée d'eau que d'autres choses. نزيدوا نروحوا دروك لجسم الإنسان, l'être humain. 70% من مكونات جسم الإنسان هي ماء. 70% de la constitution de l'être humain, c'est de l'eau. نزيد نروح دروك في يعني نعمق الدم, le plasma تاع الدم. 92% من البلازما تاع الدم هو ماء. نزيد نعمق لي تيسيو ميسكولير يعني لي موسكل. 80% من لي موسكل تاعنا ماء. نزيد نعمق لي جلوبول روج كي نروح ندخل في الماء. 60% من لي جلوبول روج ماء. إذا الماء متواجد في كل مكان وفي كل خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. Donc ça veut dire que l'eau est l'élément constitutionnel, l'élément constitutif de la terre, de la vie, de l'homme. Donc l'eau est partout. Ça veut dire que c'est un élément. C'est pour ça que je reviendrai par la suite tout à l'heure, parce que ça a une relation avec quand je parlais de la mémoire de l'eau ou de al-ma. Donc ça veut dire que l'eau, nous sommes eau. Ça veut dire que quand je نشوف الجسم تاعي صلب d'accord, هذا الجسم الصلب هو عبارة عن ماء. Il y a plus d'eau dans l'être humain qu'autre chose. Et ça, c'est incroyable. Alors, الآن هذا من ناحية يعني الناحية يعني الأساسية. Quand on passe maintenant à l'eau, ses particularités. Parce qu'on a, quand on dit un matériau ou une matière, elle a des propriétés. كل مادة لديها خواص. خاصيات, les propriétés. لقد لوحظ باللي الماء عنده 70 خاصية 70 propriétés تختلف على كل السوائل الأخرى. L'eau a 70 propriétés qui sont complètement différentes des autres liquides. La première propriété. Quand vous mettez de l'eau dans une bouteille, vous avez une bouteille d'1 litre, et vous le mettez dans le congélateur. Tout le radoir, la bouteille explose. Pourquoi? Parce que l'eau, quand il se refroidit, quand il devient glace, il augmente de volume. Alors que tous les autres liquides, quand ils congèlent, quand ils sont en dessous de la température de solidification, leur volume diminue. Le seul liquide dont le volume augmente quand il se refroidit, c'est l'eau. Ça veut dire que la densité de l'eau, parce que la masse reste la même, mais le volume augmente. Et qu'est-ce que ça veut dire la densité? C'est la masse sur le volume. Donc ça veut dire que la densité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue. Donc ça veut dire كثافة الماء تنقص لما الماء يتجمد. وهذا الشيء يعني ما نسميه les miracles de Dieu. لماذا? Et c'est pour ça que quand vous allez au pôle Nord,
les icebergs flottent sur l'eau. Alors que normalement, si, quand ils se solidifient, d'accord, normalement, ils coulent. Mais les icebergs flottent. Pourquoi? Parce que, comme ce qu'on a dit, la densité diminue. Quand il devient solide, l'eau, sa densité diminue. Donc, si sa densité diminue, elle est plus petite que celle de l'eau liquide, puisque l'eau liquide a une densité, c'est l'eau, d'accord, il est liquide. Et comme l'eau, quand il se congèle, sa densité diminue, donc la densité de la glace est plus petite que la densité de l'eau, donc il flotte. بين كثافة الماء سائل هي أكبر من كثافة الماء جليد، إذا الجليد فهو يبقى على سطح الماء. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, d'accord, elle est plus légère. Si on veut dire. ولكن هذا الشيء, c'est la chose la plus importante dans ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle induit quoi? Ça veut dire que l'eau, et c'est ça qui est important, vous vous êtes posé la question, qui fait? Comment? Pourquoi? L'eau gèle à la surface, d'accord? Et elle ne gèle pas en profondeur. L'eau ne gèle pas en profondeur. Donc, ce n'est pas normal. Si l'eau gèle en surface, elle doit geler aussi en profondeur. Donc, cette particularité de l'eau, ça veut dire que la pression et la température jouent un rôle important dans la solidification de l'eau. Et donc, ça veut dire que l'eau, si l'eau venait à geler, qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur des océans? Il n'y aurait plus de vie. Les poissons mourront, les planctons mourront. Mais Dieu a donné cette propriété à l'eau pour que la vie continue. Même si l'eau, elle est gelée à l'extérieur, elle ne pourra jamais être gelée à l'intérieur, parce que si c'était un autre liquide, elle gèlerait aussi à l'intérieur et la vie disparaîtrait. C'est un miracle de Dieu. Que cette eau, ce liquide, fait en sorte que la vie continue et perpétuelle. Et donc, quelles que soient les saisons, et les saisons inversées, quand c'est l'été, il fait chaud en haut, il fait froid en bas. Et quand c'est l'hiver, il fait froid en haut et il fait chaud en bas. Et la vie continue. Et donc, il y a une régulation de la température des océans de façon naturelle. Et donc ça, c'est une particularité de l'eau. Deuxième chose de cette particularité de l'eau. Les gens pensent, par exemple, j'ai deux tasses d'eau, une tasse d'eau, elle est à 15 degrés par exemple, et j'ai une tasse d'eau que j'ai chauffée sur le feu. La température elle est 80 degrés. Et je l'ai mis au frigo. De façon spontanée et naturelle, qu'est-ce que je vais dire? Celle qui est à 15 degrés va refroidir plus vite que celle qui est à 80 degrés. Puisque le khala hamia bzaf, mais c'est l'inverse. Plus l'eau est chaude et vous la mettez dans le frigo, plus elle va faire de la glace plus rapidement que l'eau qui est fraîche. Donc, si vous voulez avoir de la glace rapidement, chauffez de l'eau et mettez-les dans le congélateur. C'est pas l'inverse. Et ça, c'est une propriété aussi particulière de l'eau. D'accord? Particulière, c'est une propriété particulière. Deuxièmement, la température d'ébullition de l'eau. La température d'ébullition de l'eau, c'est 100 degrés. À 100 degrés, l'eau commence à bouillir. Mais qu'est-ce qu'elle a remarqué? Que plus on monte en altitude,
supposons اليوم راني هنا وغدوة راني في شريعة ودرت الماء يحمى في شريعة. في شريعة il va bouillir à 97 degrés. Il ne va pas bouillir à 100 degrés. L'altitude, ça veut dire il fait plus froid. Plus je vais monter, il fait plus froid. Hein? Plus à l'extérieur il fait plus froid, hein? Plus l'eau va chauffer plus rapidement. Ça, c'est des particularités de l'eau. Deuxièmement, d'autres particularités. Vous avez remarqué que quand vous mettez l'eau sur un tatbakh, في الماء, تبدو تشوفوا des bulles qui commencent à se former. تشوفوا des bulles, hein, qui commencent à se former, hein, avant qu'elles commencent à bouillir. تشوفوا تبدا من تحت des bulles. Vous êtes posé la question, c'est quoi ces bulles? C'est l'eau commence à libérer du carbone, dioxyde de carbone. Pourquoi? C'est pour ça que dans les changements climatiques, aujourd'hui, perturbation des changements climatiques, parce que l'eau séquestre le gaz carbonique. Ça veut dire quand il y a la pollution dans l'air, etc., hein, l'eau absorbe ce gaz carbonique et le séquestre. Il descend, donc il le séquestre. Ça veut dire que le gaz carbonique fait les océans, il est enfui. Et quand on commence à chauffer, les molécules commencent à se casser et donc ils commencent à libérer ce gaz, ce CO2. Donc les bulles, c'est la libération, hein, du CO2 qui a été séquestré dans l'eau. Ça aussi, ça va vous rappeler des choses tout à l'heure quand je vais parler de la mémoire de l'eau. Hein? Ça veut dire que l'eau a une capacité de séquestrer des choses. Hein? Donc voilà un peu des particularités que je voulais dire par rapport à cela. Donc ceci, voilà. J'ai passé en revue à peu près donc, toutes les propriétés assez extraordinaires de l'eau, parfois paradoxales, hein, parfois incroyables, d'accord. Maintenant, je vais aller en plus en détail à des choses plus fondamentales de l'eau et qui ont porté beaucoup de controverses. هناك إشكاليات كبيرة حول موضوع خاص للماء وهو موضوع ذاكرة الماء. هل الماء لديه ذاكرة؟ هل الماء لديه ذاكرة? Est-ce que l'eau a une mémoire? Mais avant d'aborder cela, ça veut dire que si l'eau a une mémoire, qu'est-ce qu'il va garder en mémoire? ما هي الأشياء التي يعني الماء سيحافظ عليها مع مر الزمان والمكان? Ça ne peut être que des informations. معلومات. ماذا سيحافظ عن معلومات عن أشياء إذن هذه ذاكرة الماء إذا أردنا أن نعرف ما هي هذه الذاكرة. هذه الذاكرة تكون إلا هي عبارة عن معلومات قد حافظ عليها الماء عبر الزمان والمكان. Donc ça veut dire que l'eau va garder en mémoire de l'information. Donc ça veut dire que l'eau a conservé de l'information. الماء حافظ عن معلومات. Donc ça veut dire qu'il y a eu conservation de l'information. Donc on se pose la question, ça veut dire qu'il y a un principe qui dit qu'il n'y a pas de conservation de l'information dans cet univers. Jusqu'à présent, toutes les études qui se font, on dit qu'il y a 3 grandeurs qui se conservent dans cet univers. Et que ces 3 grandeurs qui se conservent dans cet univers, هناك 3 أشياء التي يحافظ عليها في هذا الكون وهي يحافظ عن الطاقة, donc la conservation de l'énergie, la conservation de la quantité de mouvement, الزخم بالعربية, la conservation du moment cinétique, الزخم الزاوي,
إذن هذه الثلاث أشياء التي يحافظ عليها في هذا الكون، لديها علاقة مع المكان والزمان والاتجاه. ولكن الشيء الذي يعني الآن نحتاج أن نثبت عنه هو هل هناك شيء آخر يحافظ عليه في هذا الكون، وهي المعلومات, l'information qui se trouve dans cet univers. Et puis on revient à un principe مبدأ, المبدأ الثاني للديناميكية الحرارية, le deuxième principe de la thermodynamique. Alors qui s'appelle donc مبدأ, c'est le principe de l'entropie أو مبدأ الأنتروبورية. C'est-à-dire ماذا يقول هذا المبدأ؟ يقول أن مع الزمن يعني هناك يعني تضييع من كمية المعلومات. C'est-à-dire plus le temps passe, plus il y a une perte de l'information. C'est-à-dire que l'information se détruit avec le temps. Et donc ça veut dire que si l'information se détruit avec le temps, le deuxième principe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'entropie augmente. إذا الأنتروبوريا تزداد. ماذا معنى الأنتروبية تزداد؟ Ça veut dire que le désordre augmente. الفوضى أو الانضباط أو الاضطرابات تزداد. Donc ça veut dire que tout système laissé au repos, son entropie va augmenter. Donc si son entropie va augmenter, il va avoir une perte d'information. هناك تضييع من المعلومات. إذن إذا بقينا في هذا المبدأ وفي هذا الاتجاه سنقول فإذا المعلومات لا يحافظ عليها في هذا الكون. Donc il n'y a pas la conservation de l'information dans cet univers. Mais il y a une chose qui est importante. Il y a un paradoxe, هنا تناقض. D'une part, il y a une perte d'information dans cet univers, mais d'autre part, dans un être humain, il y a la perpétuité de l'être humain, génération après génération. L'information ne se perd pas, puisque quand il y a une cellule, quand il y a une fécondation, il y a une cellule qui se forme, et un être humain qui se forme, ils prennent de l'information des deux parents pour former un nouveau-né. Et donc ce patrimoine génétique est transmis à l'enfant. Donc ça veut dire que l'information initiale, elle a été transmise à un être qui vient plus tard. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de perte d'information dans la vie. Dans l'univers, il y a une perte d'information, mais dans l'évolution de la vie, il n'y a pas de perte d'information. Sinon, la vie irait vers un désordre total. Donc ça veut dire que dans la vie, l'entropie n'augmente pas, mais l'entropie, soit elle est stable, soit elle diminue. Donc, et ça, c'est quelque chose, ça veut dire quoi? Ça revient à la complexité de l'organisation de l'être, de la vie. إذن هي يعني شيء معقد, الحياة شيء معقد. إذن l'organisation, نظام الحياة شيء معقد جدا, ولم نستطع أن نطبق عليه المبادئ الأساسية التي نطبقها على هذا الكون. إذن هناك شيء آخر يجب اتخاذه بعين الاعتبار لكي نعطي مفهوم علمي لهذا الشيء. Donc il y a une chose, et puis ça c'est ce qu'on appelle de façon générale la morphogénèse. Que dans l'évolution, l'information ne se détruit pas. L'information se conserve.
Et donc la vie, et ça nous donne une idée qu'un être humain qui commence à avoir de la perte d'information, une désorganisation dans un être humain, il tombe malade, il meurt, hein? Ça veut dire que quelque part, qu'il y a eu une désorganisation à l'intérieur. Et cette désorganisation, ça veut dire que le désordre a augmenté. L'ordre n'est plus établi. Ça veut dire que l'entropie a augmenté. Et qu'est-ce qui a fait que cette entropie a augmenté? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu la conservation de l'information. Ça veut dire que l'information n'a pas été transmise de façon correcte, hein, d'une génération à une autre génération. Alors que l'être humain, c'est une perpétuelle division cellulaire. Il y a des cellules qui naissent, il y a des cellules qui meurent, hein, mais avant que la cellule ne meure, la cellule qui est vivante, elle transmet le patrimoine, hein, génétique à la nouvelle cellule qui se forme. Donc qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? L'information, quand il y a cette division cellulaire, n'est pas transmise correctement. Donc si l'information n'est pas transmise correctement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cellule qui s'est formée ne porte pas la même information initiale qu'au départ. Donc ça induit des perturbations et un désordre dans l'être humain. C'est les cancers. Un cancer, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une cellule, hein, qui ne s'est pas, hein, comportée de la même façon que la cellule saine qui était à l'origine. Et donc plus l'information ne va pas se transmettre correctement, plus le corps humain ne va pas réagir de façon normale et on va tomber malade. Si on peut corriger l'information par un moyen extérieur, hein, on la corrige et on répare. Mais s'il n'y a pas un moyen de la corriger, l'information va se perdre de plus en plus et on va arriver à un désordre total et c'est la mort. Donc la mort n'est qu'une perte d'information initiale sur l'organisation de l'être humain. Donc ça, maintenant, ça répond à un moyen. Comment peut-on réparer cette information? Le problème se pose ainsi. Comment peut-on réparer l'information initiale? Où se trouve cette information initiale qui pourra réparer cette désorganisation? أين هي هذه المعلومات الأولية التي أعطت نظام في جسم الإنسان لكي أستطيع أن أصحح هذه الاختلالات التي تتواجد في جسم الإنسان؟ أين هي هذه المعلومات؟ هل هذه المعلومات محفوظة في مكان ما من جسم الإنسان؟ أين هي؟ فكثير من الباحثين يعتقدان أن هذه المعلومات محفوظة في الماء جسم الإنسان، في ماء جسم الإنسان. إذن الماء لديه ذاكرة لكل المعلومات المتجاوزة أصليا في جسم الإنسان. Donc ça veut dire qu'on pense aujourd'hui que ces informations initiales sont dans l'eau. Et donc l'eau porte en mémoire les informations initiales de l'être humain. C'est comme un ordinateur. Si vous allez enregistrer sur une clé USB sa configuration initiale, à tout moment, il a l'ordinateur comme en panne, vous allez reconfigurer avec la même reconfiguration, mais vous l'avez conservé quelque part et vous allez revoir cette information. Et donc la problématique aujourd'hui, comment est-il démontrable qu'aujourd'hui l'eau possède une mémoire? Et vous savez tous que aujourd'hui, par exemple, dans la médecine, quand un nouveau-né naît, normalement il est parfait. On découvre qu'il est malade un peu plus
plus tard, s'il est malade, s'il y a une désorganisation. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quand une femme met au jour un enfant, on lui prélève le cordon ombilical. Le cordon ombilical, on conserve ce cordon ombilical parce que le cordon ombilical renferme les cellules souches initiales de l'enfant. On a le cordon ombilical dans des banques spéciales qu'on appelle les banques de conservation de souches des cordons ombilicaux. Quand l'enfant, par exemple, tombe malade, une maladie auto-immune, c'est-à-dire qui touche ses gènes, par exemple une leucémie, si son cordon ombilical a été conservé, son cordon ombilical, on enlève ces cellules souches et on les injecte dans la moelle épinière de cet enfant, il guérit. Ça veut dire pourquoi? Ça veut dire que l'information initiale qui était correcte au départ, elle est correcte. Il y a une organisation correcte. Donc quand avec le temps, j'étais une maladie, il y a une désorganisation de son corps, l'information ne s'est pas transmise, on peut la réparer parce qu'on a sauvegardé l'information initiale et cette information initiale se trouve dans le cordon ombilical. Donc ça veut dire que tout être humain qui naît, il a en mémoire sa mémoire initiale qu'il a constituée. Elle est quelque part, elle reste quelque part en mémoire dans l'être humain. Et c'est ça la mémoire de l'eau. Alors, ceci a fait par la suite donner naissance à plusieurs publications qui ont été faites par rapport à cela. Et donc, vous l'avez tous su. Alors, Beneviste, qui est le premier, qui était un chimiste, c'est lui qui a premier parlé de la mémoire de l'eau. Il a donc publié un article dans Nature, à l'époque, sur la dilution, sur les maladies allergiques. Il étudiait les allergies des enfants. Et donc, il a fait une étude, son coéquipier était un Algérien qui travaillait avec lui à Grenoble. Et donc, ils ont publié un article d'une étude qui démontre la mémoire de l'eau sur la dilution. C'est-à-dire des maladies allergiques, d'accord, ou c'est-à-dire que pour traiter ces maladies allergiques, on commençait à faire des dilutions pour prouver que l'eau pouvait conserver cette information. Il a publié sur Nature. L'article a été publié dans Nature, accepté par les pairs, etc. Ne voyez-vous pas que quelques mois après, c'est toute la communauté des scientifiques, chimistes, physiologistes, qui disent que celui-là est un charlatan. Ce n'est pas possible que l'eau conserve l'information, qu'il a une mémoire. Et donc Nature a envoyé une commission d'experts vérifier. Chez Beneviste, c'est l'expérience, mais il n'a pas trafiqué l'expérience. Ils ont refait 30 fois la même expérience. Sur les 30 fois qu'ils ont fait l'expérience, 15 fois elle était juste. 15 fois elle était fausse. On battait Jaboulah Maddox, le plus grand magicien des États-Unis. Quand tu lui as ramené Maddox, c'est-à-dire Bélicide, il a fait de la magie. Jaboulah, un magicien là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On l'a discrédité, M. Beneviste. Et on a rétracté son article de Nature. Le gouvernement français l'a passé en conseil de discipline. C'est-à-dire que le ministre à l'époque de la recherche française n'a pas soutenu son chercheur. Il s'est suicidé. 10 ans plus tard, prix Nobel de médecine, Jean-Luc Montagnier, il se dit, je vais refaire les mêmes expériences qu'a fait Beneviste. Prix Nobel, je connais Darma.
Alors, pour garder les montagniers, ils commencent à perdre la mémoire, hein? Ils commencent à divaguer, ils commencent à dire n'importe quoi, c'est pas possible. Ah, l'expérience est très simple. L'expérience, il a pris le sida. Lui, il était spécialiste du sida. Hein? Il a mis un virus du sida dans le liquide de l'eau. Et ensuite, il a commencé à diluer ce liquide jusqu'à ce que le virus du sida disparaisse de l'eau. Donc quand on fait une mesure, il disparaît. Et puis il voit un des plus grands physiciens en Italie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend de l'eau. D'accord? Et il met ce qu'on appelle un analyseur d'ondes au vin de l'eau pour enregistrer les ondes qui sont diffuses par cette eau. Il enregistre, il fait un enregistrement. Et il envoie l'enregistrement par email à ce professeur qui se trouve en Italie. Ce professeur en Italie reprend l'enregistrement et il envoie l'enregistrement devant une bouteille d'eau. Donc ça veut dire que la bouteille d'eau, c'est comme si elle écoutait cet enregistrement. Une eau normale. Quand il prend cette eau qui a écouté l'enregistrement, qui a été envoyé, il prend cette eau, il l'analyse par l'ARMN. Et quand il l'analyse par l'ARMN, il trouve le pic du sida. Il n'y a pas eu un mélange chimique. Minjet a dit la molécule du sida. Ça veut dire que la molécule, c'est une information, comme toutes les informations, qui peut être une onde électromagnétique, et qui peut être transmise par un moyen qui transmet une onde électromagnétique, et donc l'information. Ça veut dire que l'eau, elle a gardé en mémoire cette information sur la molécule de sida. Alors on l'a traité de tout à l'époque, etc., etc. Et puis ça restait ainsi. Et à l'époque, Montagnier traitait les autistes, les enfants autistes, qui sont nés autistes. D'accord? Et donc il a dit, un enfant quand il naît au départ, il n'est pas autiste. L'autisme apparaît quelque temps après la naissance de l'enfant. Est-ce que l'autisme, parce que qu'est-ce qu'ils pensaient les gens? Que l'autisme, c'était une déformation génétique, une malformation génétique. C'est-à-dire qu'il y a eu une organisation qui n'est pas la même. Et lui, il a dit, non, à partir de là, ça veut dire que l'information initiale d'organisation, elle est dans cet humain, et que je peux traiter l'autisme. Il a traité beaucoup d'autisme, et aujourd'hui, il y a une forme d'autisme qu'on traite et qui guérisse par des antibiotiques. Ça veut dire que l'origine de l'autisme, de ce certain autisme, c'est qu'il y a eu une bactérie qui a infecté l'enfant, qui a conduit à ce qu'il y ait une désorganisation, une perte d'information, d'accord? Et que cette perte d'information a fait qu'il y ait cette maladie qui est l'autisme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autisme qu'on guérit par de fortes doses d'antibiotiques. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, ensuite, il y a eu autre chose. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique quantique, je vais rentrer parce que la cohérence, je vais parler, mais bon, je ne vais pas rentrer pour ça parce que les gens ne vont pas comprendre beaucoup sur ça. Alors, je vais terminer par une dernière étape par rapport à cette mémoire de l'eau. Que l'eau est un être vivant. Que l'eau, c'est quelque chose qui est particulier. Si Dieu a fait que l'origine de la vie, c'est l'eau, que nous sommes entièrement faits de l'eau, et que Dieu, qui
Arshuhu ala al-ma, hein, ça veut dire que tout cet univers est basé sur l'eau. Ça veut dire que l'eau, quelque part, est quelque chose qui est complètement différent. Ça peut être un être qui est complètement différent. Alors, il y a des expériences qui ont été faites par ce médecin japonais qui s'appelle Masaru Emoto. Masaru Emoto a étudié l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à solidifier l'eau, il le met donc jusqu'à la température, presque à la température de solidification, il devient glace. Et quand il commence à devenir glace, quand vous regardez la neige par exemple ou la glace en microscope, vous allez voir des cristaux. Hein? Et chaque morceau de neige a une forme de cristal qui est complètement différente. Et donc vous voyez, regardez, ça c'est des cristaux d'eau. C'est-à-dire l'eau, quand elle commence hein, elle forme des cristaux. Et quand on les regarde au microscope, voilà les formes de cristaux que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un cristal, talma normal, il a fait écouter de la musique à l'eau. Écouter de la musique à l'eau. Quand il fait écouter de la musique, par exemple, un choufout à Mozart, il lui fait écouter une musique de Mozart. Regardez la forme du cristal, elle est belle. Hein? Quand on lui fait écouter, par exemple, une musique de John Lennon, regardez le cristal, il change de forme. Quand tu lui fais une musique d'al-hub, c'est-à-dire tout ce qui est autour de nous, hein? L'amour qu'on donne à des personnes, regardez la beauté du cristal. Quand il lui fait par exemple, de l'eau, par exemple, il a pris une eau à un barrage. Chauffez la forme taha, la forme taha, elle n'est pas belle. Et quand il fait une prière hein, à cette eau, le microscope, elle prend une forme qui est très, très belle des cristaux. Ça veut dire que l'eau, il a des sensations. وهذا يذكركم بشيء مهم. ها اشتهي مزمزم ها non خلينا ما زمزم ça c'est une chose ما زمزم c'est une chose c'est-à-dire non mais ما حاجة الرقية qu'est-ce qu'on fait في الرقية tu prends de l'eau ها وتقرأ عليه القرآن ها ومن بعد تعطيه للسيد يشربه. Ça veut dire que cette eau que vous allez donner à l'être humain, que vous avez liqratu fiha al-Qur'an, hein, ce que l'eau a ressenti, il s'est restructuré. Et en se restructurant, il a fait une structure qui vous donne le bien-être dans votre corps. Donc ça veut dire que l'eau a des sensations. Parce qu'il dit ruqya, hein, راك تقرأ القرآن على هذاك الماء. Donc quelle est l'utilité باش تقرأ القرآن على الماء? Si l'eau hein, n'a pas la sensation hein, de savoir que c'est du Coran. Et que l'origine de la vie, c'est l'eau. Et que Dieu a tout créé à partir de l'eau. Et que l'élément essentiel de la vie, c'est l'eau. Et que si l'élément essentiel de la vie, c'est l'eau, et on interagit avec l'eau, avec le message de Dieu, l'eau ne peut être que plus bénéfique pour nous. Et donc c'est pour ça que je dis à tout le monde, voilà Rabbi Galha, avant de boire de l'eau, goulou bismillah. Parce qu'en disant bismillah à l'eau, vous lui donnez une structuration qui va vous donner du bien-être à l'eau, à vous, ou merci wa takum saha. Barakallahu fik, Ustad Awraq. Donc nous allons conclure cette belle conférence avec un message, Saha ftorkum, Saha Ramadankum, et à la prochaine séance, Inch'Allah. Inch'Allah.